bienvenue à tous, mais surtout à toutes, à ce nouveau numéro d'Exceptionnel. C'est un numéro spécial parce que c'est le 8 mars aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, c'est une journée dédiée aux femmes. Je ne serai pas seule, je suis avec Merdi Mirindi. Bonjour Darkas. Comment tu vas? Très très bien et très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et tous les autres sur ces plateaux. Alors nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui les femmes, celles qui se battent, celles qui construisent, celles qui font évoluer ce monde. Je suis heureuse de partager ce plateau avec toi, Merdi Mirindi. C'est vraiment un plaisir partagé. Comme tu l'as dit, aujourd'hui les femmes sont à l'honneur et pas que, on va dire, de fête, en train de fêter aussi, mais c'est aussi une journée de réflexion pour les femmes, surtout dans la situation, surtout avec la situation dans laquelle se trouve notre pays actuellement. Donc c'est important que des femmes se réunissent aujourd'hui comme nous, nous venons de le faire, pour en parler, surtout pour échanger, pourquoi pas, comme on sait bien le faire. La cerise sur le gâteau, nous ne sommes pas seuls, il n'y a pas que moi et Merdi, il y a toutes les femmes de Congo 26 Télévision. On va se présenter à tour de rôle. Oui. Madame Chantal, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Dorcas. Bénédicte, bienvenue. Bienvenue à toi aussi, merci. Merci. Et Ebenezer Bouanga, bienvenue. Merci beaucoup Dorcas et merci à toutes. Alors, très heureuse encore une fois de vous avoir toutes sur ce plateau. Nous allons aborder plusieurs thématiques sans plus tarder. Je vais te passer la parole, Merdi. Oui, et donc, comme vous le savez, aujourd'hui, en tout cas, partant de la situation dans laquelle se trouve notre pays, la RDC, en tout cas, est en train de subir une guerre d'agression qui sévit et qui affecte, en tout cas, plus d'un Congolais, pour ne pas dire tous les Congolais. Et bien évidemment, c'est les femmes qui sont les principales victimes qui subissent des violences, des inégalités, des déplacements, des atrocités. Elles se retrouvent séparées de leurs enfants, elles se retrouvent seules à affronter cette guerre. Et donc, c'est pour elles aussi que nous sommes là, que nous retrouvons aujourd'hui pour parler et pour dénoncer surtout ce qui se passe actuellement dans notre pays d'Orcas. Bien évidemment, Merdi Mirindi, pour mieux faire comprendre les réalités que nous vivons actuellement, nous allons poser quelques questions, nous allons un peu discuter. Mais bien avant, je propose qu'on balance une petite chanson en faveur des victimes. Esika bitumba ezali liboso baboma bato babomaka naino verité nani yakoki koyebisa biso verité ya bitumba oyo. Comme des fils perdus dans une terre meurtrie, comme un rêve tout noir, le Congo s'assombrit. La guerre nous envahit à l'est du pays, voilà encore une guerre injuste. Nos familles perdent l'espoir dans ces événements tout noirs. L'est du Congo s'est embrasé par des agressions insensées. Le Congo se veut la pépinière, un havre de paix, pays sans guerre. Avant la balkanisation, échec aux violations, Le Congo est notre droit, notre intégrité, notre chère patrie. Il demeurera indivisible, tous comme un seul homme. Allons-y combattre, défendons la souveraineté de la République. Vita mujinda, vita jilol Anubwa bubanj, nebu nenebwa jitunga Tuimana ibonso, tuifata balwishi Mujitunga jabanga mwabetu
tunataka salama na kimya na umoja juu ya Kongo yetu, tusimame. Elamba ya kodefa lata mwana mesure yo kutelia. Ekomi tango ya bomoko bitumba oyo esila libela banguna botika biso. Naye kusangisa kosangisa makasi mayele na bae balubi stop. Stop à la guerre à l'est. Boucherie wana et humele mingi on dit stop à la guerre à l'est. Lukuitu wa este sisi wa Kongomani tuko nyuma yenu kwa hii vita inatuchamulia. Mtu ache kimya na nchi yetu Mungu alitupatia. Baba basili na bitumba bana batikali bitike. Kongo ya lobi bolingi etikala ya bafele. Toya baveve. Congolese people, stand up against the war. La RD Congo nous appartient. Soki ya Mungu na oligi ozua Congo. Sengana Nzambe abandela mokilio. Bongo bozua ya biso etonda kitao. Biso tozua ya bino ezanga. Tovana ni kimia. Tunataka amani, amani. Kongo si ugali, tumikisha akili, acha ukali. Muzabave, 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 muzabave. Bandilu, bometrasa kayontamae. Benu, benu bikabeto, bantu na bola na bo. Benu, benu bikabeto. Mame Makila ko viole ba mama bana mike Komo na pasye Na Kongo na ngaye Mokolo nini mwe mite kusida esa Oyo Bane konya vito na ese mazangi kimya Sembola no buko nyampo yoe Tolingi tomona tambo yoe Bitumba rambo kanagana Bokolonga te Bina banguna Bokolonga te Bina mamifiti Anuka bokolonga te Edese Esa ya Nzambe Bokolonga te Ekosimba te
Voilà, c'était donc la chanson Stop à la guerre. Comme vous l'avez vu, c'est un collectif de musiciens congolais qui se sont mis ensemble afin de dénoncer, toujours dénoncer. Vous l'avez vu, ces clips ne datent pas de maintenant. Ces clips datent de, en tout cas à moi que je ne me trompe, de, on va dire un peu 10 ans en arrière quand même. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, on dénonçait déjà ce qui se passe en RDC, on en parlait déjà, on criait déjà pour que les choses puissent changer. Et finalement, je me demande bien à Madame Chantal, est-ce que vous pensez que finalement, bon, comme on vient de le voir, les chansons, les dénonciations n'ont pas commencé maintenant. Mais bizarrement, ça continue. Pour ne pas dire que ça ne cesse de monter. Au lieu que les choses s'arrêtent par rapport à comment les gens dénoncent, ça, voilà, c'est de plus en plus chaotique, la situation en RDC. Je ne pense pas que ça soit vraiment chaotique. Oui. Je pense que la chanson, c'est un des moyens efficaces de communiquer des messages aussi. C'est au travers, en fait, nous savons tous qu'en tant qu'Africains, en tant que Congolais, la musique, c'est dans le sang. Donc, nous pouvons atteindre tout le monde au moyen de la musique. Nous vendons notre rumba partout. Nous pouvons saisir les décideurs que nous ne pouvons pas rencontrer directement en face. Nous pouvons les saisir au travers de notre musique. C'est vrai que nous pouvons dire que ça fait très longtemps que cela a commencé, les dénonciations. Mais je ne peux pas m'inscrire dans cette logique comme pour être déçu par rapport à la suite. Non, non, je pense que la musique a joué un très grand rôle aujourd'hui parce que je me mets à la place de la population, de l'opinion publique aujourd'hui. Nous nous rendons vraiment compte que la mayonnaise a pris. Parce qu'on en parle même. Oui, on en parle. Tous les moyens de communication sont mis en jeu pour pouvoir décrier ce qui se passe il y a des décennies. C'est vrai que c'est une situation qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et je pense que la musique a joué un très grand rôle et continue de jouer un très grand rôle dans ce combat. Et Bénédicte, en tout cas, bon, déjà toi, je sais que tu es un peu la mieux placée pour en parler parce que on anime en quelque sorte une émission de musique. Qu'est-ce que tu penses que, je ne sais pas, finalement, est-ce que chanter aussi c'est une solution par rapport au fait de dénoncer ce qui se passe? Est-ce que ça apporte un plus dans le processus de la paix pour la RDC? Je veux rejoindre ce que Madame Chantal a dit. Oui. Déjà, en tant que Congolais, nous savons très bien que le chant, la musique, c'est notre point fort. Et aujourd'hui, quand on chante, c'est pour transmettre des messages. Quand on chante, c'est pour élever une voix que peut-être en parlant, cette voix n'arrive pas au sommet ou n'arrive pas où nous voulons qu'elle aille. Donc cette musique, il y a d'autres musiques aussi qui ont été chantées pour la guerre actuellement, donc qui sont écoutées à l'international. Il y a des gens à l'extérieur du pays, dans d'autres continents, qui peut-être ne savaient pas ce qui s'est passé au Congo, mais quand ils ont l'habitude d'écouter nos musiques d'ici, nos artistes d'ici qui peut-être œuvrent à l'extérieur, ils arrivent quand même à avoir cette information-là, à se dire que oui, il y a quelque chose qui se passe au Congo à travers la musique. Et je pense que c'est quand même une évolution, parce que quand il n'y a pas suffisamment d'informations, quand la communication n'est pas forte, cela fait en sorte qu'on se demande si réellement des informations qui se passent sont faux. Oui. Parce que moi j'ai vu sur les réseaux après, il y a eu 2 vidéos qui circulaient concernant la guerre de l'autre côté. Oui. Mais il y a des gens encore qui écrivaient que non, c'est faux, c'est pas vrai, vous dites ça. Que c'est des montages. Mais plus il y a de musique, plus il y a de gens qui en parlent, cette information commence à être crédible chez d'autres personnes qui auparavant n'y croyaient pas. Je dirais que oui, ça contribue un peu à ce combat-là. Oui, pour appuyer un peu ce que vous avez dit, c'est vrai que tous les moyens sont bons pour dénoncer cette guerre, mais je me rends compte que, comme on l'a dit, la musique ne date pas d'aujourd'hui, on vient de vérifier, c'est 12 ans. Ça fait 12 ans que ces artistes se sont réunis pour essayer de dénoncer un peu la guerre. Mais j'aimerais poser une question à Ebenezer Bwanga. Pourquoi est-ce que, à ton avis, ces violences continuent de persister, malgré toutes les dénonciations? Bon, écoute, Dorcas, si ça dépendait de la République démocratique du Congo, je pense bien qu'il y aurait quand même eu un résultat favorable
à nous. Donc, cessation des hostilités, reprise de la vie quotidienne à la normale dans la partie Est. Mais vous comprenez que non, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de chartes. Nous sommes régis par différentes chartes réunissant de pays. Voilà pourquoi vous voyez quand même le pays, sachant bien qu'il faudrait quand même combattre, il y a les militaires sur place, mais également les pays s'engagent aussi au front diplomatique, faisant appel à des sanctions. Et donc, c'est une manière pour dire que non, c'est comme nous sommes régis par des chartes, et donc il faudrait bien quand même une décision qui vienne aussi des hautes puissance, il faut le dire comme tel. Et donc, si ça commence quand même du haut, ça pourrait avoir des résultats du bas et nous serons satisfaits. Conséquence, il y aura quand même plus, en tout cas, des tueries dans cette partie de l'Est du pays. Donc, c'est ça la réalité sur terrain. Voilà, vous l'avez entendu en tout cas, nous sommes là aussi en tant que des femmes congolaises, des femmes et filles congolaises pour dénoncer ce qui se passe parce que ce n'est pas normal, ça a trop duré et donc c'est toujours dans cette ambiance, on va dire, des solidarités, des soutiens. En tout cas, cette question vous est adressée à tout temps, j'espère bien que vous allez y répondre à tour de rôle. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre, on va dire, interminable. On nous parle de 30 ans. 30 années de guerre, 30 années de souffrances et de violences. Au fil des ans, au fil du temps, est-ce que vous pensez que les filles et fils des Congolais qui sont en guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous pensez qu'il y a un certain impact, en tout cas, psychologique par rapport à ces femmes-là surtout, qui sont dans cette situation, 30 années. C'est-à-dire que ça a commencé bien avant que moi-même, merdi, je naisse. Oui, bien avant que je naisse, c'est-à-dire que je suis née dedans. Parce que moi, je suis du site Kivu aussi. Et on a aussi qui sont nés avant moi. C'était le cas. Psychologiquement, est-ce que... Je ne sais pas, comment vous pensez que ces femmes aujourd'hui peuvent se construire demain avec tout ce qui s'est passé? Bon, en fait, à mon avis, je pense que ce que vous venez de dire, c'est un constat réel. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont nés dans les armes, qui grandissent avec, et certains, pour avoir un passé, pour avoir été nés dans ces conditions-là, n'ont pas entendu un autre son de cloche que demain après demain, ils voudraient bien revivre cela. Et c'est comme ça que vous voyez très facilement cette guerre a un impact même sur les enfants, de telle sorte que pour avoir vécu cela, certains sont animés par l'esprit de vengeance. Et ils se disent, bon, j'ai assisté mon père qui a été abattu, et un enfant qui assiste sa mère qui est abattue devant lui, qui s'est dit, à quoi ça sert? Voir sa mère être violée aussi. Être violée, c'est plus atroce que ça. Aucun enfant au monde ne peut imaginer. Qu'on a presque oublié. Il y a beaucoup d'atrocités qui se sont passées. Aujourd'hui, on se concentre seulement sur ce qui se passe actuellement. Justement, mais il y a eu beaucoup de choses encore avant. Avec notre prix Nobel, le docteur Mukwege, c'est tout ça. Le réparateur des femmes. Le réparateur des femmes. Vous vous rendez compte? Il faut seulement regarder ces images parce que c'est tellement... Non, c'est cruel. Il faut être inhumain pour penser faire ça à une femme qui donne la vie. La vie. Ce n'est pas la femme qui allait décider sur terrain. Ce sont les décideurs, ce sont les politiques. Mais comment faire subir cela à une femme? Un être faible qui n'a pas de défense. Parce que vous venez avec des armes, vous venez avec la pression, elle est dans une position elle est vulnérable. Très vulnérable. Vous voyez? Donc c'est cette femme qui y est appelée à vivre avec cette conscience toute sa vie s'il n'y a pas une très bonne prise en charge psychologique. Donc la guerre, je crois qu'elle a un impact vraiment négatif, d'où l'implication des femmes des médias aussi. Nous les encourageons à ne pas rester dans cet état-là. Elles doivent sortir de ces carcans et se dire, bien, ça fait partie de la vie. Elles n'ont pas voulu cela. Il faut qu'elles se dépassent. Certaines qui peuvent faire mieux, elles se dépassent et elles regardent l'avenir. Et Benezar, un avis par rapport à ce qui se passe, en tout cas? Alors, par rapport à ce qui se passe, c'est quand même douloureux.
c'est quand même triste parce que, comme tu l'as si bien dit, nous avons de ces femmes, de ces filles qui ont né dans la guerre, qui continuent à vivre, en tout cas avec cette élan de choses. Et donc, moi je pense bien que lorsque l'on vit une période où soit c'est tout un chapitre, c'est comme un cercle vicieux, on tourne autour de la question. On a parlé de la guerre bien avant, on continue d'en parler. Et moi je pense que non, il y a lieu aujourd'hui de se dire que non, c'est assez. Maintenant, là, nous devons prendre conscience. Il est vrai qu'il y a de ces consciences qui ont été prises, ça c'est sûr. Mais en termes de résultats, on peut le dire que non, cela n'a pas suffi à quelque chose. Alors, consciemment pour aujourd'hui, que faire pour vouloir, en tout cas, tourner ces chapitres définitivement? C'est ça la question. Que faire? Et donc, c'est quand même triste de voir les déplacés, les femmes déplacées. L'on voit dans des images de ces femmes qui se déplacent, ayant des enfants au dos, de ces femmes qui subissent la pression, même en termes de vouloir encore espérer à la vie. Moi, je pense qu'elles n'en ont plus. En tout cas, cet espoir de vivre, de voir la vie sous de bonnes couleurs. Non. Et ne savent que peut-être bien de tirs de balles, de bombes. Et donc, c'est quand même, c'est une vie en danger. Donc, je me lève du bon matin, je me dis, je ne sais pas, peut-être, bon, je serai victime d'une bombe. Je vis en insécurité. Bizarrement, ça ne commence pas sur un lieu quelconque. C'est déjà mental. Tu te lèves pour se battre pour tes enfants. Une femme s'élevant, aller peut-être chercher de quoi manger pour sa famille. Mais peut-être elle dit, peut-être je ne retournerai plus chez moi. Mais j'y vais quand même. Quel risque? Et donc là aussi... Et même, je rejoins ce que tu dis, on ne parle pas que d'impact psychologique, mais sur ce point-là aussi, c'est très important. Chez les femmes et comme chez les enfants, du côté femme, je pense que ça reste quand même une situation où elle se sent un peu, comment je dirais, incapable, un peu comme dévalorisée, parce que étant femme, étant mère, elle se dirait que la priorité pour moi, c'est peut-être prendre soin de ma famille, chercher comment nourrir ma famille dans cette période-là. S'il faut aussi changer de domicile pour essayer vraiment de trouver où poser la tête, il y a ça aussi qui fait une charge très lourde sur elle. Et pour les enfants qui sans parler des trajets qu'elles doivent parcourir pour aller d'un point A à un autre. Parce qu'elle peut se rendre... En ce moment-là, il n'y a pas de marché. Comment elle va faire? Il n'y a pas de moyens de transport. Et tout ça. Et pour les enfants qui naissent dans la guerre, Madame Chantal l'a dit, ça peut vraiment être quelque chose de très, très mal, parce que l'enfant qui ne connaît que les atrocités, qui ne connaît que les violences, qu'est-ce que vous voulez que demain qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Parce que c'est ce qu'il voit. Madame, c'est tout ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous avez fini. Oui, je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose, une idée qui me passe. Parlons des enfants. Il y a de ces femmes qui conçoivent non pas par leur volonté. Il y a ça aussi. Un sérieux problème aussi. Vous portez une grossesse, je suis femme, je porte une grossesse dont l'auteur n'est pas connu. Mais je suis obligée de garder cette grossesse et mettre au monde aussi dans quelles conditions. Parce que les maternités n'ont pas des conditions adéquates. À ce moment-là... Donc, je suis obligée de suivre ma CPN, si même il y en a une. Vous voyez, je suis ma CPN. Et puis, je vais mettre au monde un enfant dont le père n'est pas connu. Soit qu'il est mort, ça se comprendrait. J'avais un mari à la maison, il a été abattu. Et mais là, on vient, on me viole. Dire qu'il n'est pas connu, ça peut arriver, c'est normal, parce qu'en ce moment-là, ils prennent aussi la violence sexuelle comme, je sais pas, une arme de guerre pour faire peur à la communauté. C'est une très grande arme, justement. Oui. Les femmes sont devenues des boucliers. On vous prend, on vous utilise, et puis on vous met même en avant-plan. Parce que vous êtes comme des protectrices. Parce que lorsque, sur le champ de bataille, l'ennemi verra que ce sont des femmes, et on peut vous attaquer tout comme on ne peut pas vous attaquer. Donc, vous êtes tellement, comment je vais dire, on vous attaque facilement, en fait. Vous n'êtes pas protégé, vulnérable. En fait. En parlant de la maternité, il y a un autre point à soulever quand même. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des femmes qui mettent au monde des enfants issus d'un viol? Justement. C'est-à-dire que ça se passe comme ça, ils attaquent, je sais pas, un village ou une ville, ils violent une dame, elle tombe enceinte,
elle est obligée de garder l'enfant. Parce que, voilà, on ne fait pas autrement. Quelques mois après, elle se retrouve enceinte et tu te retrouves à mettre au monde un enfant issu de ton mal. Je ne sais pas si vous comprenez comment cette situation est vraiment... Il faut dire que cette situation, la dure depuis longtemps. Ça fait, tu l'as dit, ça fait 30 ans. Voilà. Et pendant 30 années, il y a 2 femmes qui vivent la même chose. Imaginez. Et il y a la peur qui est dans la communauté. Il y a toute une génération maintenant. Aujourd'hui, ça va. Peut-être que demain, ça n'ira pas parce que l'ennemi va vouloir aller plus loin. Donc, dans cette difficulté-là, en ce moment, là, ce qu'on veut, c'est d'avoir une solution. Mais on cherche toujours de solutions et on espère que demain, ça sera mieux. Malheureusement, ces réalités ne doivent pas nous laisser sans réponse. Aujourd'hui, on a quand même des femmes qui se lèvent, des femmes qui savent agir, qui ne se laissent pas vaincre par ce mal, bien qu'elles ne peuvent pas tout terminer, finir le problème, mais aujourd'hui, elles peuvent quand même rajouter un plus. On a de ces femmes qui font des combats de diverses manières, au niveau politique, dans tous les aides, dans tous les domaines. Nous allons jeter un œil, Merdi, à toutes ces actions-là que ces femmes ont posées pour se démarquer et pour aider aussi celles qui sont en situation de détresse. Mokonzi ya mboka na liboso biso na sima na ye tozotombola kaka mboka moko. Eloko tozolobela awa eza eloko ya bolingo ya mboka ya unité. Monguna akomonela biso te. Soko omoni monguna azotambola belela, n'est-ce pas? Bino nyonso tu esika bozali bokomi ba sentinelle ya mboka bilenge. Oh, bomoni ke bozana makasi. Yaro kende kobunda bitumba oye ya mboka. Armée pe lobi boya ebele. Baza kozela bino. N'est-ce pas? Donc tozo zela bino bosarole parce que tozana besoin ya bino. Porte sur des actions réelles et non sur des promesses restées vaines. Madame la Présidente, la situation sur le terrain est alarmante et les chiffres du désastre humanitaire dans l'est de mon pays sont accablants. Près de 7 millions de Congolais sont actuellement déplacés, vivant dans des conditions de dénuement total, faisant de la RDC le pays avec la plus grande population de déplacés internes au monde. Le rapport de votre groupe d'experts confirme la présence de plus de 4000 soldats des forces de défense rwandaises sur le sol congolais, dépassant les effectifs du M23. Ainsi, le Rwanda, contributeur de troupes aux Nations Unies, s'ingère impunément dans les affaires de ses voisins en violation flagrante du droit international. Cette ingérence s'accompagne d'une série de manœuvres illégitimes visant à restructurer l'administration locale dans les zones occupées, notamment à travers des nominations d'autorités coutumières imposées par le M23 et soutenus par le Rwanda. Ces groupes cherchent à modifier les équilibres démographiques et culturels, notamment dans le territoire de Rutshuru. Ces actes sapent l'autorité de l'État congolais et instaurent une administration parallèle divisant les communautés. Par ailleurs, des transferts de population sont signalés sous couvert de mouvements de réfugiés, que nous rejetons fermement. Le retour des déplacés et des réfugiés doit et sera uniquement encadré par l'État congolais avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour garantir des retours volontaires et dignes. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, quant à lui, initié en 2022 pour répondre à cette crise, expose les... N'est-ce pas? Vous occupez pour la bande, vous occupez pour la bande de Konabiso. Yang on a eu pour bête la vie. En tout cas, ceux qui m'ont tourné à la Sabino merci. Té, ngaye on a eu pour le merci. Nanzela nanga peut-être ba électeur nanga nyonso o ba vota kingayi. Nanzela nanga nyonso peut-être ba connaissance nanga nyonso oyo bino bozoko bunda kozoka pona tina na bango. Bozoki pour l'école, bozoki pour la mission. Merci mingi. Merci. Maintenant,
na kolobake ya mibale c'est vrai bozoki to constater mais tokotika bino boete n'est-ce pas oya otala bino il faut toluka bakisi po bozala soigner il faut tobondela elongo po Nzambe. Deux actions qui traduisent un accompagnement concret aux forces armées de la République démocratique du Congo et à leur commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Voilà, vous venez là de suivre le combat que mènent actuellement les femmes congolaises, hein, en tout cas dans le but de dénoncer ce qui se passe et surtout aussi de chercher des solutions par rapport à cette guerre d'agression des Congolais vers le Rwanda. Alors mesdames, après avoir vu, après avoir regardé, est-ce que vous pensez que ces démarches-là, les démarches que mène la première ministre par exemple, la ministre Wagner, les députés et pourquoi pas toutes les femmes qui sont aussi hors caméra, si je peux le dire comme ça, est-ce que vous pensez que c'est des démarches quand même qui sont en train de bouger les choses? Est-ce qu'elles ont contribué à ce que nous sommes en train de voir là maintenant? Puisque on ne doit pas se mentir, les choses sont en train de bouger. Le monde parle de ce qui se passe en RDC. Est-ce que vous pensez que c'est aussi parce que les femmes s'y sont mêlées? Elles se sont levées pour dénoncer ce qui se passe actuellement? Bon, mardi, moi je pense bien que c'est quand même aussi encourageable par rapport à ce qui se passe. Les femmes, on se voit, on a vu le passage de la première ministre à Matadi, lancement du campagne Congolais Téléma. Donc vous sentez aussi un engagement. Aujourd'hui, on parle du succès diplomatique de la RDC, une première depuis son histoire. C'est grâce à une femme à la tête, en tout cas, de ces ministères, qui engage tout un pays avec une intelligence, avec vraiment un engagement et beaucoup plus un attachement à sa patrie. Vous le sentez de par ses différentes interventions lors du Conseil des Nations Unies. Et une femme qui n'a pas peur de ses adversaires. Nous avons vu autant des affrontements, en tout cas verbal, entre le Rwanda et la RDC par le biais de la chef de la diplomatie congolaise. Et donc vous sentez qu'elle a quand même des arguments Elle forts. ne perd pas son pied, Aujourd'hui, elle va droit. comme résultat, chose qu'hier nous n'avons pas pu avoir. Aujourd'hui, on a quand même des sanctions contre le Rwanda, ces pays qui se prononcent, quand même qu'il y a de ces pays qui retardent encore Ils en vont le termes faire. de se prononcer. Après Ils vont le plusieurs faire, décennies, c'est un d'ailleurs, combat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des victoires pour nous. Après plusieurs décennies, C'est on pas en arrive un à jour. avoir des sanctions. C'est pas en un jour. Avant cette dame, il y avait aussi Il y a des même, hommes, non? il y a même des Justement. artistes qui commencent à annuler leurs Des concerts au Rwanda. Ça Oui, veut oui. dire que les choses bougent. Hein, Oui, ça bouge. Réellement, mesdames. Ça bouge. Les choses bougent aussi parce que la communauté internationale et nationale s'implique. Ceux qui vont harceler ces stars-là dans leur DM pour dire « n'allez pas dans ce pays-là pour produire un concert, voilà, ils nous agressent », je trouve que nous tous, on est vraiment unis. Cette fois, il y a une sorte d'unité qui ne dit pas son nom. Voilà, Dorcas, tu vois, il faut d'abord savoir que cette guerre, c'est surtout les fronts. Si les politiques peuvent s'engager de par leur, en tout cas, carrière politique, on voit, voilà pourquoi des mobilisations, voilà pourquoi, de femmes peut-être qui ne sont pas dans la politique, elles aussi se cherchent à faire aussi quelque chose. On a quand même de ces femmes artistes qui élèvent la voix pour dénoncer. Comme tu l'as dit, il y a des autres qui doivent avoir des concerts, mais qui annulent les concerts. Sachant que c'est sur tout le front, chacune des personnes s'engage à donner le meilleur d'elle-même pour arriver à un résultat. D'autant que cela reste en tout cas important, puisque nous sommes en guerre, on veut quand même que la paix Voilà, revienne et dans ce surtout, pays. surtout on parle de l'implication de la femme dans le côté social de la guerre. Là, on a vu la première dame, enfin, on a vu la première ministre, et il y a aussi plusieurs autres femmes qui, elles aussi, ont essayé de mettre la main dans leur poche pour essayer d'aider un peu ceux qui sont au front, ou même de militaires qui sont ici. Pourquoi je parlerai aussi de familles qui ont été déplacées, et il y a beaucoup d'associations humanitaires qui aujourd'hui sont tenues par des femmes qui accompagnent cette cause-là. On a vu
Madame Claudine Doucy, qui elle aussi est partie voir de militaires qui ont quitté le front, pour apporter beaucoup de choses, histoire de se faire soigner. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on doit applaudir. Et dans cette guerre, ça nous montre qu'on n'a pas besoin forcément d'être au pouvoir, on n'a pas besoin forcément d'être beaucoup de choses. L'on peut donc dire qu'aujourd'hui, les femmes sont un véritable pilier, sont un véritable pilier en tout cas, dans la résistance congolaise avec tout ce qui se passe actuellement. Madame Merdi, nous n'avons pas le cœur des hommes, nous sommes femmes. Nous sommes porteuses de vie. Voilà. Ça doit s'acclamer quand même. Hormis la casquette d'être actrice, truc machin, je porte une vie pendant 9 mois. Tu comprends la vie plus que tout le monde. Tu as déjà connu la douleur de l'enfantement? J'espère bien. Ça va venir. Ça va venir. En son temps. Je ne vois pas cette femme qui a porté son enfant pendant 9 mois, accepter qu'un voleur vienne lui arracher son enfant. Même au prix des armes, même au prix des balles, la femme est capable de pouvoir se sacrifier pour sauver son enfant. Et c'est ça le travail que nos femmes-là qui sont élevées en dignité font. Oui, oui. Vous avez vu la première ministre qui est au front, vous avez vu Madame Wagner qui est au front. En fait, elles ont porté, c'est vrai que le docteur Mukwege a fait sa part. Mais lorsque Madame Wagner prend cette casquette-là, elle porte toutes les femmes violées. Elle porte toutes ces femmes qui sont abattues au champ. Elle ressent ça, elle a le cœur de femme. On sait voir même à travers sa mine qu'elle est bien ferme, que cette situation ne la plaît pas. Elle n'est pas dans les blablabla, non. Et j'ai même ouï dire que quand elle se déplace, c'est pas avec une suite très très importante comme les autres le font. Elle reste objective. Elle reste objective, même dans sa parure. Vous sentez que c'est une femme qui réfléchit par sa tête d'abord et avec un carnet d'adresses important. Elle est polyglotte. Elle utilise tous ses moyens pour pouvoir communiquer et nous voyons vraiment le résultat. L'occasion donc on va dire, de remercier en quelque sorte le président Félix d'avoir choisi pour son casting quand même, on doit le reconnaître. Dans le gouvernement, les femmes, c'est quand même pas aussi. Il faut le dire aussi que non, c'est pas un pourcentage auquel on s'attend. Non, pas mais encore. Déjà bravo jusque là, mais on attend. C'est allé crescendo. Il a commencé par un pourcentage un peu bas, il a augmenté et au fur et à mesure. Vu le résultat sur terrain, en tout cas, je crois qu'il a tout intérêt de pouvoir doter aux femmes de postes décisionnels. Voilà. Je ne vois pas pourquoi on doit encore aujourd'hui hésiter pour dire que la femme, face à la femme et à l'homme, il faut... Et même un discours qui était en train de... Non, madame... Et à ce sujet, il y a énormément de personnes qui aimeraient nous faire croire qu'il y a certaines personnes qui sont là uniquement parce qu'ils sont femmes. Et moi j'aimerais dire, c'est vrai que c'est bien, on aime voir de femmes occupées de postes importants, mais que ça ne soit pas le seul critère. Ce n'est pas, je ne voudrais pas qu'on me mette quelque part uniquement parce que je suis une femme. Non, non, tu dois le mériter. Exactement. Tu dois le mériter. Mais ça c'est complexe. Ça c'est complexe. J'avais dit qu'avoir Bénédicte sur ce plateau-là, ça serait intéressant. Non, ça doit se mériter. C'est vrai. Et ça ne veut pas dire que je rejoins ceux au départ qui ont crié lorsqu'ils ont vu la nomination de la première dame. Non, parce qu'ils ont dit que non, c'est une femme. Première ministre, oui. Ils ont dit non, c'est une femme. Vous voulez pas, c'est parce qu'il a choisi cette fois-ci de mettre le femme en avant qu'il a juste pris au hasard. Au début, ils ont crié en disant, enfin, ils ont crié l'incompétence de la personne sans forcément vivre son expérience dans le domaine, je dirais. Mais est-ce que ces gens-là qui ont crié au départ, aujourd'hui, ils peuvent dire la même chose? Ça reste à voir. Mais il faudrait quand même pouvoir peser. Avoir de femmes, oui, avoir de femmes qui ont du cerveau, avoir de femmes qui réfléchissent, qui ont des idées à soulever. Alors, de ce fait, je rejoins quand même Bénédicte aujourd'hui. Là, moi, je te rejoins, tu sais. Le problème, c'est que j'ai aimé ce qu'elle a dit. C'est pas parce que nous sommes femmes, c'est pas de faveur. Donc, on nous fait de faveur parce que vous êtes femme. Non, non, c'est par mérite. Comme pour dire, c'est par rapport à un profil donné, d'après, en tout cas, une responsabilité quelconque. Je vois que non, cette responsabilité se mariera avec ses profils. Je suis face à un homme, je suis face à la femme. Donc, puisque c'est quand même un profil abordable, je me dis, je peux quand même aussi faire confiance à la femme, d'après ses profils identiques à l'homme, mais je choisis aussi la femme, parce que la femme aussi, ayant ce même profil,
passant, parce qu'ils sont quand même, elle est passée par le banc de l'école et tout, elle a fait preuve en tout cas de beaucoup de courage, elle peut également mériter ces postes. Donc c'est comme ça. Sinon, si on ne le dit pas... d'ajouter un truc, je ne parlerai pas de l'envers du décor, parce que le fond, nous, on ne sait pas. Tu as parlé de deux personnes qui viennent pour un poste, il y a un homme et une femme. Oui, on va avoir... deux fois, enfin je le dis, au fois c'est pas la discrimination, mais quand on voit un homme et une femme qui viennent pour un poste et qui ont peut-être la même carrure, la femme a plus de chances d'avoir cette place-là qu'un homme. Oui, on se le dit. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Je sais pas si je veux parler d'une évolution. C'est la force de la sensibilisation. Oui, justement, la force de la lutte. Et si dans cette situation-là, il y a quand même d'autres femmes qui, dans cette situation, acceptent quand même le poste, mais après, on se dit, bon, c'est une femme qui essaye un peu d'avoir de drague par là, qui essaie un peu de t'avoir d'une certaine manière. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, que même si tu es là parce que tu as de la tête, mais tu restes quand même une femme, t'es coquette, on te veut, il y a toujours ce besoin-là. Quelque part, Bénédicte, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part aussi, c'est pour encourager les femmes, en tout cas, à s'impliquer dans le monde professionnel? Puisqu'on ne va pas se mentir, il y a eu des décennies passées où la femme ne pouvait même pas se mettre pour parler comme on parle maintenant. Voilà. Alors, où est le mal aujourd'hui si on essaie de booster les femmes, de les favoriser à pouvoir exercer aussi? Parce que si les hommes ont pu exercer pendant des milliers d'années, comme tu venais de les soulever, loin de moi de penser que le physique, c'est un atout pour une femme pour avoir un quelconque travail. Mais quand même, moi, je ne trouve pas que ça soit... Oui, moi, je ne trouve pas que ça ne soit pas intéressant que l'on favorise une demande d'emploi d'une femme à celui d'un homme, sachant que les femmes ont été longtemps mises de côté dans le monde professionnel. Si aujourd'hui, les organisations, les entreprises privées, l'État aussi, se met à ce que, se disent que, par exemple, sur un pourcentage de réussite de 100%, on donne quand même un 20% de plus aux femmes qu'à un homme pendant un contrôle. Moi, je trouve que c'est juste. Moi, franchement, je trouve que c'est juste. Non, donner un certain pourcentage à une femme qu'à un homme, juste parce que tu trouves que ça fait longtemps qu'on se bat pour avoir... on se bat pour cette guerre non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que ça doit se mériter. Certes, si on parle... Oui, mais si je dois rejoindre... Si je te coupe pas, s'il te plaît, Bénédicte, je rejoins Merdi pour te faire comprendre que ce n'est pas parce que c'est une femme qu'on choisit, mais aujourd'hui, justement, elle sait mériter le poste, puisqu'elle a combattu pendant longtemps. Je m'appuie sur l'exemple qu'elle dit de donner un certain pourcentage au-dessus. C'est vrai, si on doit comparer l'évolution de la femme et de l'homme, forcément à cause du temps, parce que avant la femme n'avait peut-être pas, elle n'avait pas le droit d'étudier. Il y a deux femmes qui se battaient pour aller à l'école, pour même apprendre à la maison, et c'était difficile dans le temps. Et aujourd'hui, quand même, elles peuvent aller à l'école, elles peuvent faire comme les autres, mais le pourcentage d'évolution reste quand même, les hommes restent quand même un peu au-dessus. Je me permets de le dire. Tu sais, je vais te faire un exemple. Aujourd'hui, dans les organisations, dans des ONG par exemple, ou peut-être dans des ministères, on donne une certaine, on va dire, il y a un certain code. Un quota. Un quota. Il doit nécessairement y avoir des... C'est-à-dire que aujourd'hui, même si vous êtes, par exemple, 8 hommes et un homme et une femme, si on a besoin que ça soit une femme qui soit là, on ne va pas vous prendre. Parce que c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, c'est plus normal. La femme a sa place. Voilà. Ça voudrait dire qu'il y a quand même d'évolution dans cette lutte pour le droit de la femme. Enfin, on veut l'égalité dans le sens où, quand il y a 10 hommes, il y a 10 femmes. Et moi, je vois qu'il y a 15 femmes, il y a 10 hommes, il n'y a pas d'égalité, il y a une discrimination. Mais lorsqu'il n'y a pas compétence, on fait comment? C'est par là que moi je voulais en venir. J'aimerais quand même aussi sensibiliser les femmes. Oui, justement. Voilà, parce que si nous sommes ici sur ce plateau, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous avons suivi, par exemple, un cursus académique. On s'est démarqué d'une certaine manière ou d'une autre. Ça veut dire que les femmes aussi doivent travailler sur leur méritocratie. Vous devez être sûr que vous allez chercher un poste. Il peut y avoir un certain... Parce que le travail, tu peux l'avoir aujourd'hui et demain, tu ne l'auras pas. C'est-à-dire que pour que tu maintiennes ton travail, il faut un certain niveau. Il faut un certain mérite. Exactement. Et c'est sur ça que les femmes doivent travailler.
Et voilà, quel bel exemple que la première ministre Judith Suminwa et la ministre Wagner et bien d'autres femmes congolaises qui, à la base, étaient huées par beaucoup qui pensaient que voilà, elles n'étaient pas compétentes, etc. Voilà. Mais si aujourd'hui on parle des changements, c'est pourquoi? C'est parce qu'au début, il y a des gens qui n'ont pas cru et après, ils se sont dit, ok, vous n'avez pas cru, il n'y a pas de problème. Mais on va vous trouver au résultat. C'est ça. Aujourd'hui, on fait des acclamations. Et c'est sur base de ces engagements justement forts qui montrent que la femme congolaise est un moteur de changement. Aujourd'hui, nous ne pouvons que l'applaudir. Est-ce qu'on peut applaudir? Applaudissons pour nous. Le thème national, Merdi, au niveau national, notre thème est la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Ça en dit long. J'aimerais qu'on essaye de discuter un peu sur ça. Bénédicte Chirouza, qu'est-ce que tu en penses? La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Enfin, je dirais que c'est un peu... Enfin, on poursuit un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ça voudrait dire que toi, étant que femme, d'abord étant que fille, prends ton temps, étudie. Donc, arrête vraiment de vouloir sauter des étapes. Ne te limite pas à TikTok. Ah oui, à la facilité. Ça reste un moyen de se faire de l'argent de la bonne manière, oui. Il y a ceux qui en abusent, mais ça reste un moyen. Je voudrais dire que les ambitions de la femme, aujourd'hui, elles sont plus grandes. Aujourd'hui, elles osent. Aujourd'hui, il y a une femme, il y a deux femmes ou deux jeunes filles qui peuvent avoir comme ambition de devenir première dame, pourquoi pas devenir présidente, parce qu'elles ont vu d'autres femmes qui l'ont fait. Et c'est une grande évolution. Et les ambitions ne sont pas que politiques. On peut être ambitieuse dans d'autres domaines, dans la musique, dans l'art. Ça reste quand même des ambitions, mais il faut en avoir, il faut oser, comme les femmes d'aujourd'hui. Malheureusement, Bénédicte, moi je suis pas trop d'accord avec toi sur ces points, parce que mesdames, vous êtes témoins, ne soyons pas, on va dire, hypocrites. Aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, l'on remarque que les femmes, leur première ambition actuellement, c'est de devenir tiktokeuses, influenceuses. Ça dépend. Non, moi je m'inscris en faux. Je sais pas. Ouais. Je m'inscris en faux. En non, tout mais cas. on se base quand même sur ce qui se passe sur Internet. Parce qu'on ne peut pas négliger aussi ces côtés. Et on remarque que de plus en plus, c'est ça qui intéresse les femmes. C'est-à-dire que les femmes ne s'intéressent plus à s'instruire ou voilà, on pense déjà à gagner la vie avec facilité. Quand bien même les réseaux sociaux, c'est un moteur qui peut booster, aider à se développer dans plusieurs domaines. Mais j'ai comme l'impression, excusez-moi, nous les femmes congolaises, on l'utilise pas dans ces sens. C'est un abus. On l'utilise pas dans ces sens. Moi, je vais devoir me ça, c'est un sujet qui est en train de déterrer d'autres réactions. Je vois Madame Chantal qui s'attrait au faux. Et bien les heures qui brûlent, j'ai envie de dire quelque chose. Ça dépend déjà de la conception. Dès qu'on vient sur les réseaux sociaux, on vient pour quel objectif? Exactement. C'est ça de là, au fait. C'est vrai que c'est ça, je ne sais pas si vous avez fait aussi un sondage dans ce sens-là. C'est vrai que la majorité, comme vous êtes trop scotché sur Internet, vous vous dites que non, certaines femmes. Mais il y a ces femmes qui l'utilisent à bon escient. J'en connais plus d'une. Vous vous rendez compte, elles viennent là et puis elles ont commencé par zéro et puis elles arrivent à monétiser même leur compte. Tu sais que nous pouvons décrier, c'est vrai que tout principe a des exceptions, toute règle a des exceptions. Il y en a des celles qui en abusent, mais en tout cas, nous les appelons, hein, nous profitons de ce plateau pour vous appeler, en tout cas, chères dames. Ne nous chosifions pas, en fait. Nous sommes tellement, nous avons du potentiel. Toute femme a un potentiel qu'elle peut, oui, une perle rare. Nous avons des grâces, des dons que Dieu nous a dotés, à nous en particulier, que nous pouvons exploiter et vendre. Parce qu'en fait, au finish, c'est l'image aussi de notre pays que nous vendons. Vous allez sur les pages d'autres personnes, d'autres nationalités, vous n'allez pas voir en fait ces banalités que nous on voit sur nos différentes pages. En fait. Dans d'autres cieux, non, laissez-moi, non, Madame Chantal. Par rapport à notre culture, par rapport à nous, non. Peut-être par rapport à la culture. Est-ce que vous avez déjà eu à voir les TikTok des Américains ou des Américaines? C'est encore pire. Bon, je reste dans le contexte congolais. Oui. Donc ça veut dire que dans notre contexte, je voudrais c'est dire seulement question de choix. Chacun sait seulement ce qu'il choisit, ce qu'il veut faire sur les réseaux sociaux. Dans notre contexte, on peut bien faire les choses tout en conservant nos traditions et nos valeurs. Parce que nous en avons. Ça, c'est lié à nos traditions. Oui, nous en avons et nous pouvons les vendre positivement.
Mais Nick, tu as quelque chose à dire? Si nous devons parler de l'influence que les réseaux sociaux a aujourd'hui sur les jeunes filles, parce qu'on parle vraiment de ceux qui grandissent et ceux qui n'ont peut-être pas cette lucidité-là, de pouvoir voilà, choisir qui elle veut suivre, qui est tout ça. Ça reste quand même... Enfin, je dirais pour deux enfants, ça reste les responsabilités de parents. Juste. Et pour de jeunes filles qui sont en âge de faire leur choix, et ça dépend aussi de l'éducation, ça dépend du milieu. Parce que là, on parle... je ne pense pas qu'il y a une jeune femme qui a grandi dans un bon quartier, qui a grandi, qui s'instruit, qui fait des études, qui a fait des bonnes écoles, avoir une influenceuse qui s'est dénude sur les réseaux sociaux comme modèle. Non, je ne pense pas. Et aussi, même si le milieu ou l'environnement influence dans une certaine mesure. Oui, exactement. L'environnement influence beaucoup. Et si nous devons... Je me permets d'accuser un peu voilà, la société. Aujourd'hui, les gens s'élancent sur les réseaux sociaux parce qu'ils se disent qu'il y a de l'argent dedans. Ce n'est pas faux. Il y a de l'argent sur les réseaux sociaux quand tu sais comment le faire. Et on a compris que la facilité aujourd'hui, pour se faire énormément d'argent, quand tu es une femme, c'est... Ça pousse à beaucoup d'erreurs, ça pousse à beaucoup de choses. Il faut dire le mot clairement. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On préfère des arguments. La caméra sur Ben Ezer. On préfère étaler ses rondeurs de la société. Parce que, Ben Ezer, je disais que si une femme publie aujourd'hui une photo avec son cul, et qu'il n'y a pas de like. Attendez, s'il vous plaît. Une photo que de ça, avec juste son derrière et tout, il n'y a pas énormément de likes. Demain, elle ne va pas publier. C'est parce qu'il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui encouragent ça, qui en a beaucoup. Puis elle se dit, par exemple, je prendrais un compte, il y a une dame que j'ai vue sur TikTok au départ, je crois elle était en formation de droit. Elle a commencé son compte en parlant de droit, elle essayait vraiment de s'informer sur les sujets et d'en parler sur les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes à les faire. Mais plus le temps passe, puis on s'est rendu compte que voilà, elle commence un peu à se perdre. Elle se dit, bon, je vais chercher un peu. Merci a dit qu'on sait tous de qui on parle ici. Je n'accuse personne, je ne parle de personne. Moi, je me suis déjà retrouvée de qui tu parles. De toutes les façons, tu me rejoins. Tu sens que ce qui intéresse aujourd'hui les gens, ce n'est pas le sérieux. Comme tu l'as dit. Mais c'est l'argent. Et s'il n'y a pas, c'est parce que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de boulot. Ce n'est pas d'abord le cerveau de la femme, c'est le corps de la femme. On n'accuse pas d'abord il est vrai que naturellement le corps de la femme reste en tout cas attirant. Ça c'est sûr. Après c'est vraiment ça. Tous les corps, il y a des corps. Non mais après moi je disais Ben c'était à cause de l'argent. Ceux qui cherchent quand même une stabilité financière et qui vont de ce côté-là. Donc pour elle se dit pour avoir cette stabilité-là, pour que j'ai de contrats, comme on le dit aujourd'hui, pour que j'ai de contrats, il faut quand même que je sois visible. Pour que je sois visible au monde, il me faut ça. Elle cherche un modèle autour d'elle qui a fait cette visibilité rapidement. Et là, dans ces sens-là, on se dit peut-être c'est parce que les jeunes ne sont pas accompagnés côté, je sais pas, dans la société. Est-ce qu'il y a suffisamment je ne pense pas que s'il y avait de formation, je sais pas, spécifique, tout ça pour accompagner la jeunesse, elles vont choisir un mauvais chemin. Et Bénédicte a souligné un point important. Liker, commenter, partager. Toutes ces choses-là sur Internet qui ne vont pas avec la morale, c'est les encourager. Juste, alors, je pense que c'est ceux qui sont derrière leur téléphone, les consommateurs qui aiment ça. Derrière nos téléphones, on a aussi le pouvoir de ne pas vraiment faire à ce que ces choses-là puissent continuer d'évoluer. Zappons ces genres de choses. Tu vois, même si tu as un homme, tu vois que la dame là, il a vraiment... Pour les hommes là, ça sera un peu compliqué. Et de dire à celles qui se lancent, de tenir. Quand tu sais que moi, je viens sur les réseaux sociaux, oui, je compte peut-être me faire de l'argent dedans. Tu crées un concept à toi, tiens-toi à ça. Il y a vraiment de gens qui ont commencé avec leur concept et qui restent dans ça jusqu'à présent. Et aujourd'hui, ils ont 2 millions d'abonnés, qui sont suivis, qui ont énormément de partenaires.
bien. Ça veut dire que c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Parce que les bonnes choses ne sont pas toujours faciles. La facilité, souvent, ça te crase sur le visage. Et aujourd'hui, vraiment, il faut juste tenir sur tes objectifs, sur ce que moi je veux faire. Je viens sur les réseaux sociaux, je sais que je viens faire ça, je reste dans ça. Merdi, c'est ce que moi je dis aussi. L'important aussi, c'est d'abord avoir les ambitions. C'est très bon, c'est très bien. Avoir un rêve. Tout humain d'abord a un rêve. L'humain se voit en 2 ans, après 3 ans, 4 ans. Mais le problème, c'est ce que moi, je vais quand même peut-être résumer en ce que j'ai dit, la règle de 3D. Découvrir son talent, les développer, les donner à autrui. Parce que lorsqu'on Prenons nos cahiers, s'il vous plaît. On va noter. Les 3D, c'est la thématique. C'est quand même important de vouloir se caler. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes là? C'est parce que quand même, nous avons accepté ces processus. Nous avons fait les bonnes écoles aussi. Tu sais d'abord, qu'est-ce que tu sais mieux faire? Ça touche à tous les aspects. Qu'est-ce que tu sais mieux faire? Quand tu n'arrives pas à te définir toi-même, tu vas suivre une autre. Donc, toi d'abord, il y a une propre identité. Définis-toi toi-même. Si tu t'es défini, de par ta définition propre, tu auras quand même à vouloir avoir le chocolat que je dis. Quand tu te découvres, tu sais que non, moi comme je suis là, c'est peut-être les tresses. Moi en tout cas, je ne suis pas forte en make-up, les tresses. Qu'est-ce que je fais? Je me mets là, j'ai découvert mon talent. Développer. Je peux voir, je peux m'inspirer par exemple de certaines tresses ou bien aussi de ceux-là qui ont fait carrière dans ces domaines dans lesquels moi également je vais m'y investir. Ça c'est bien. Et puis après, je vais les donner aux autres. Moi je vais commencer peut-être à tresser au fur et à mesure. Je vais commencer, je ne vais pas en tout cas brûler les étapes, je commencerai petit à petit et puis voilà un peu là. Non, les problèmes c'est que moi, je vais gagner ce que l'autre a gagné à 10 ans, après 10 années. C'est ça le problème. Nous n'avons pas peut-être, il y a de ceux-là peut-être qui peuvent commencer une année, les grâces aussi, hein. Les grâces et les étoiles, c'est différent. Il y a quelqu'un qui peut commencer un truc à l'espace de 6 mois, pouf, ça explose, sans toucher au fétiche, vraiment comme ça, c'est sa grâce. Mais il y a d'autres, cela doit aussi prendre une année. Pour les uns, 2 ans, 3 ans. Maintenant, il faut d'abord comprendre cela. Et quand tu as toutes les maîtrises, tu vas te dire, bon, d'accord, je continue d'y croire en ma personne, je sais ce que je deviendrai demain, et je suis ce parcours. Et donc, selon vous, mesdames, est-ce que vous pensez que la culture congolaise, elle influence la perception et les rôles des femmes dans la société congolaise? Oui, je voulais d'abord rebondir sur ce que Eben a dit. Madame Merdi, vous avez vraiment insisté sur le fait que les réseaux sociaux, que les filles, ça donne beaucoup plus à ces buzz, à vendre un peu leur nude, tout ce qui est facilité, légèreté. En fait, je vais dire à ces personnes, je ne vous stigmatise pas, je ne vous condamne pas. Je ne connais pas les leitmotifs qui animent chacun de vous. Mais je voudrais dire que j'ai lu quelque part une personne qui a dit lorsque vous aspirez à des grandes fonctions ou à des grandes choses dans la vie, réservez-vous de ce que vous faites aujourd'hui. Très important. Parce que ce sont les réseaux sociaux. Vous pouvez publier pour vous faire de l'argent aujourd'hui. Mais si demain, après-demain, Dieu vous faisait grâce d'épouser une grande personnalité, vous n'allez pas partir dans les téléphones de tout le monde. Vous pouvez même demander à YouTube de supprimer, oui. Mais dans nos téléphones, vous n'allez pas supprimer cela. Ni dans nos têtes. Ni dans nos têtes. Et puis, les choses évoluent. C'est que ce que tu peux penser normal aujourd'hui, dans les jours à venir, ça peut être quelque chose de grave. Ça peut être et ça va entacher même, ça va entacher ta carrière. Ça peut entacher ta carrière. En fait, ne voyons pas la RDC ce qu'elle est aujourd'hui, l'image qu'elle a aujourd'hui. Demain, après-demain, nous travaillons. Nos enfants qui viennent après nous peuvent apporter quelque chose de nouveau dans ce pays et nous serons regardés d'une autre manière. Et ce que nous faisons aujourd'hui, si ce n'est pas vous, c'est peut-être vos enfants qui suivront cela, qui vont porter ça sur leur dos. Vous voyez un peu. Vous avez vu par exemple un enfant, une élève d'une école de la place qui était en train de se faire filmer, en train de faire ces histoires avec son enseignant. Puis on prend, puis on publie. On le trouve anormal quand même. Et je ne sais pas, elle se dit quoi? Elle veut mettre sur les réseaux sociaux, elle veut de vues. Et curieusement, il y a des Madame Chantal, là, en ce moment-là, c'est pas. Moi, l'accusation, est-ce que c'est à l'enfant qu'on va faire ou c'est à l'enseignant?
Bon, en tout cas, les deux. Les mais deux. elle, Parce ça- que ça- nous, c'est l'éducateur qui est censé d'ailleurs apporter. Qui prenait les Ça reste quand même un enfant. C'était à l'insu ou... Peu importe qui prend à l'image. Je pense Elle est que en c'était à uniforme, l'insu. elle est enfant. Oui, à ce niveau, je crois que c'est l'enseignant qui est plus blâmable. Ouais. Parce que l'enfant vient, elle est en position de faiblesse. Exactement. L'enseignant a une certaine suprématie sur l'élève. L'élève peut se dire, j'étais sous oppression et j'ai accepté. Et donc, la loi, dans ces conditions, protège l'enfant. Mais cet enfant aussi est arrivé à cette facilité comment, si elle n'est pas en amont, elle n'a pas été habituée aussi peut-être à regarder ce genre d'images et considérer ça normal au fait. Parce que je ne peux pas imaginer, oui, il y a beaucoup de choses qui se font, ma chère. Oui. Vous savez, lorsque nous allons dans des sensibilisations, dans des écoles, vous entendez ce que les enfants, filles disent, racontent. Non, nous avons un grand travail. Les parents, les organisations des droits de l'homme, même la société, les décideurs, nous avons un très grand travail. Et les réseaux sociaux influencent beaucoup sur l'éducation de nos enfants. C'est en tout cas le modèle auquel elles sont exposées. Mhm. C'est ça. Oui, à ce sujet, on a vu que vu. pendant un certain moment, la CESAC a voulu suspendre quelques applications. Est-ce que vous trouvez vraiment que c'était la solution? Non, c'est pas la solution. Non, je ne pense pas que ça soit vraiment la solution. Nous avons eu des c'est dans la tête, c'est dans l'éducation en fait de l'enfant. Pour moi, je me dis que si. Dans quel sens? Vous savez, le rôle de l'État aussi, c'est de découvrir un peu ce qui ne va pas. Le problème. Ou là où ça ne va pas. Le réseau social dont on parle maintenant, il s'agit de TikTok, n'est-ce pas? Oui. Avant, il y a eu Facebook. Principalement parce qu'aujourd'hui, c'est TikTok. C'est le réseau en vogue. Voilà. Il y a eu Facebook, il y a eu Instagram, il y a eu plein d'autres réseaux. On n'a jamais eu cette envie-là de supprimer ou de bannir un certain réseau social ici au Congo. Pourquoi c'est seulement sur ces réseaux sociaux-là que les gens s'y focalisent? C'est parce que aussi, bizarrement, avec plein de regrets, on ne se vend pas sur les réseaux sociaux comme il les faudrait. On utilise cette plateforme-là que pour des lives d'insultes du matin jusqu'au soir. Arriver même jusqu'à insulter des parties intimes des mamans des gens, des papas. C'est-à-dire que c'est un réseau social où il y a une certaine liberté. On ne comprend plus. On ne comprend plus. Et moi, je pense que si l'État commence déjà à penser à ça, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne va pas négliger, on ne va pas se dire que non, voilà, c'est parce qu'il faut laisser, il faut conseiller les enfants. Mais s'il faut que certaines solutions soient plus dures comme ça, plus drastiques, si je peux le dire, qu'on les fasse. Parce que l'éducation, on a aussi un héritage à léguer à nos enfants, non? Si on remarque que ces réseaux sociaux-là, finalement, c'est ça ajoute un plus à la dégradation de mœurs. En tout cas, moi je pense que c'est à bannir carrément. C'est à bannir. Nous avons parlé avec l'évolution de nouvelles technologies. Est-ce que ça ne serait pas aussi important? C'est quand même, il faudrait quand même aussi équilibrer. Juste. Hein? Équilibrer, utiliser il faut pour la bonne sensibiliser. cause. Il faut sensibiliser. Là, ça le passe par des CESAC doit continuer son travail de sensibiliser. Il faut parler à ces filles. C'est toute une éducation. C'est toute une éducation. Donc, ce n'est pas en un jour que ça va partir. Des valeurs qui feront à ce que... Il faut valoriser, il faut une campagne de valorisation de notre culture, de ce qui est... Et voilà. Ce qui est ça bien. doit maintenant toucher. Revenons donc à la question de la culture. Est-ce que vous pensez que la culture congolaise, en tout cas, influence la perception et le rôle des femmes congolaises dans la société? Au départ, je sais pas, tu as demandé si elle influence les ambitions de Non, c'était la perception en tout cas et les rôles dans la société, notre culture. La culture. Est-ce que ça nous accompagne en tout cas dans ce qui nous faisons? Si ça accompagné, enfin, c'est un autre volet, mais si ça influence, oui. La culture influence vraiment beaucoup le rôle de la femme dans la société. Surtout notre société, surtout la nôtre aujourd'hui. Exact. Oui. C'est pour ça que nous aussi, nous arrivons à trouver qu'il y a un problème lorsqu'on voit une certaine image. Voilà. C'est parce qu'on sait que dans notre culture, ceci ne peut pas être publié. On ne peut pas trouver normal. Notre culture ne s'allie pas à certaines images, à certaines perceptions, certaines paroles.
certaines libertés sur les réseaux sociaux qu'on voit aujourd'hui, ça nous étonne. C'est pour ça que c'est lié à notre culture, justement. Voilà. Et aussi, si je devais parler des réseaux sociaux, encore comme on a évoqué la facilité, hein, mesdames, comment les femmes aujourd'hui savent que si elle est sur TikTok, si elle est sur d'autres plateformes, en tout cas en se vendant, elle a cette facilité-là d'avoir des contrats, comme Bénédicte l'a dit, d'avoir des sollicitations, peut-être des hommes aussi. Pourquoi pas se vendre? Tout ça, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle initiative on peut mettre en place pour soutenir l'autonomisation de la femme, pour éviter qu'elle puisse faire recours à cette facilité-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, en tant que femmes, à votre avis? Moi, je voudrais que l'on parte un peu à la base. C'est ça. Nous, peut-être, on peut se dire, je suis dans la quarantaine, dans la trentaine, certains dans la vingtaine. Je m'inscris dans la logique où il faut attaquer le problème par la base, au niveau de la base. Aujourd'hui déjà, nos enfants qui sont déjà même à la maternelle, il faut déjà... J'ai aimé ma fille qui est en 5e primaire, elle est venue hier, maman regarde ce que j'ai fait. Ils ont eu une activité sur la journée de la femme hier, elle m'a fait un petit résumé, j'ai vraiment aimé. Elle a dit, la femme doit étudier, la femme doit compétir, la femme doit mériter, la femme. Elle est déjà en 5e primaire, elle va grandir comme ça et avec l'aide des parents, on va aider. Donc, le problème, c'est à tout le niveau. Nous devons commencer de la sensibilisation déjà avec nos enfants à la base et nous les accompagnons. Ceux qui peuvent être atteints par des messages, des adultes déjà comme ça, gloire à Dieu. Ceux qui ne peuvent pas l'être, bon, l'État va faire aussi son travail. Les organisations des droits de l'homme font déjà bien leur travail de sensibilisation. Mais les écoles aussi jouent un très, très grand rôle. Accompagner les enfants, les filles à pouvoir prendre conscience de leur rôle demain parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc, le travail doit se faire déjà à la base. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ben, moi, je vais aussi dire que, outre que le travail doit se faire à tous les niveaux, moi, je pense que l'État aussi doit nous aider. Nous avons grandi. Actuellement, nous savons, on a quand même donné un trône à la politique. Disons que pour réussir dans la vie, il ne faut qu'être politique. Une mauvaise perception des choses. Une très mauvaise perception de choses. On n'encourage pas peut-être bien celle-là qui a peut-être une ambition outre de devenir peut-être un enseignant. Elle va te dire, je deviendrai enseignant avec quel salaire. Vraiment à l'État de vouloir harmoniser. Il n'y a pas en tout cas un métier plus noble que l'enseignant. Que l'enseignant, que l'autre déjà. Oui. De même que les politiques peuvent se sentir mieux sur ce point-là, que ça soit de même pour un portier, quand même. Parce que tous ne seront pas riches. Il faut les dire certaines vérités. Tous ne seront pas riches. Il y a de ceux-là qui doivent être riches, il y a de ceux-là qui doivent être moyens, il y a de ceux-là qui doivent vendre de braises. C'est comme ça, c'est ça la société. Et tout ramène à l'autonomisation. Voilà. Et ça nous ramène justement à l'autonomisation. Il faudrait que ces personnes, dans ces différentes classes, se sentent aussi en sécurité et en de bonnes conditions de vie. Et donc, quand il y a discrimination en termes de vie, c'est là aussi un problème. Et voilà, ça pose problème. Et donc, moi, je pense qu'il est temps au gouvernement de nous donner une très bonne vue. Et une très bonne vie plutôt. Parce qu'il y a des ceux-là, moi je vais aller en Europe. Pourquoi on a envie, nous avons cette envie d'aller en Europe. Parce que nous savons que là-bas la vie... Il y a une meilleure vie. Or, le travail en Europe, moi, à moins que je sois quand même contredit. Il y a des gens qui sont en Europe, là, 25 ans, ils touchent de l'argent. Il n'est que plongeur. C'est qu'on refuse de faire ici, on va le faire là-bas. Mais c'est par rapport aux revenus. Eben a dit que l'État congolais doit nous aider. Là, je dirais que oui, l'aide n'est pas suffisante. Je dis suffisante parce que on se dit qu'il y en a. Voilà. À l'extérieur, on se dit qu'il y en a. Et pour ceux qui osent, pour ceux qui se disent que je n'ai pas besoin forcément d'être politique pour pouvoir m'en sortir dans la vie. Voilà. Ceux qui préfèrent s'élancer dans l'entrepreneuriat, par exemple. Il y a beaucoup de difficultés sur ce point-là. Déjà que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Mais si aussi notre pays devient comme... si ton propre pays a l'air d'être ton concurrent, comment tu fais? Il y a beaucoup de gens qui se sentent sur les réseaux. C'est vraiment la base qu'il faut. Tu peux être concurrent avec quelqu'un avec qui vous faites la même chose. Mais quand il y a de gens qui se plaignent en disant qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit avoir comme document lorsqu'on veut créer une entreprise ici au Congo, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, une liste
bien définie pour qu'on se dise que non, si tu veux être entrepreneur au Congo, il te faut ça. Il y a plein aujourd'hui de gens avec de petits, des gens qui essaient d'investir avec de petits fonds, mais quand ils veulent formaliser leurs activités, ils se rendent compte que non. Quand je forme plus, je formalise, plus je suis en train de m'exposer, de m'enfoncer quelque part. Mieux vaut que je reste dans l'informel. Parce que si je veux dire là-bas que non, je suis entrepreneur, je fais ça, demain il y aura des gens qui viendront pour l'impôt, demain il y aura des gens qui viendront chercher de tas de documents et d'autres agents qui vont venir sur le terrain pour te demander de documents qui au départ n'existent pas. 2 ou 3 fois. Je donne par exemple un exemple. La traversée, c'est le monde Kinshasa-Brazzaville. Plus des complications, c'est de ce côté. Côté Kinshasa. Ceux qui ont fait cette traversée connaissent. D'autre côté, vous savez que non, c'est simple. Tu dois payer des documents. C'est quand même une culture, bizarrement, une culture qui prend place et ça devient en tout cas une on l'a carrément adopté. Oui. Ça, j'ai remarqué, c'est dans presque toutes les frontières de la RDC. Hein. On te dit que c'est seulement du côté, même dans des aéroports, à l'aéroport, on te dit que c'est seulement du côté de la RDC où les gens souffrent, où les gens ont des services, tu dois passer par des services et des parce services. Que chaque le problème congolais, il est, chaque service il est trop profond. Une somme d'argent à débourser, parce qu'on doit donner à la hiérarchie doit donner encore la tout ça influe sur l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc la femme ne pourra pas être autonome parce que le but c'est rendre cette femme autonome. Et lorsqu'on décourage cette femme, on pourrait se dire que c'est pour ça que d'autres personnes préfèrent choisir la facilité. Parce que si on veut bien faire le chose, le monde, la société, notre pays ne nous permet pas de le faire. Donc on dirait que notre pays a quand même un problème. On devrait être conscient de difficultés que peut rencontrer le jeune et de l'impact ou de l'influence que cette société peut avoir dans le choix de vie et dans la carrière de nos jeunes actuellement. Voilà. Donc, parce qu'on ne peut pas admettre dans une société peut-être bien où un député national touche, il a vraiment une somme, on garde cette somme, $5 000, et un enseignant touche combien? Vous avez déjà le quart. Et donc, voilà pourquoi nous avons, excusez-moi, je le blesse, mais je le dis vrai, nous avons des gens qui ne méritent même pas avoir de siège à l'Assemblée nationale. Mais quand même, ils ont de siège parce que l'ambition n'est pas servir le peuple. Voilà quand nous sommes dans cet état. L'ambition, c'est avoir de l'argent. Voilà pourquoi ils ne font rien. Demain, ils vont nous acheter des bassins, ils vont nous amener des pannes. Parce que même en termes d'élection, la femme reste accueillir juste en termes de... C'est l'électorat le plus sûr. C'est plus de femmes qu'on cible. Parce qu'ils savent que non, la femme a un cœur. Là, c'est vous marchez dessus. L'espoir et l'avenir de plusieurs. Arrêtez ça, chers politiques. Il est temps de vraiment, l'État congolais, donnez-nous, en tout cas, mettez-nous dans son bain. La politique, c'est ça la femme, la femme au centre de toutes les ambitions, comme le thème de cette année. Rien ne passe sans la femme en tout cas. Oui, rien du tout ne passe sans la femme. Alors on a évoqué presque tout, on a parlé de la femme dans tous les domaines. Et Dorcas, j'aimerais quand même ajouter, vous l'avez entendu sur ces plateaux, les responsabilités sont partagées. Il ne s'agit pas seulement de l'État. L'État a sa part des responsabilités dans cette dégradation de mœurs qui sévit. Les parents en ont aussi. Et nous aussi, en tant qu'enfants, en tant que jeunesse congolaise, on a aussi notre part des responsabilités. Donc, c'est question de se conscientiser et de travailler chacun à son niveau pour que, voilà, pour qu'on avance. Résultat favorable. Oui. Alors, nous avons parlé de tout. Nous avons parlé de ce thème national parce qu'il y a un thème international. Nous nous sommes focalisés sur le thème national puisqu'on est congolaise. Oui. Et maintenant, nous allons un peu shifter. Je rappelle que nous sommes dans les exceptionnels. C'est l'édition spéciale aujourd'hui du 8 mars. Nous parlons des femmes. Vous l'avez bien vu, nous sommes toutes jolies, toutes pimpantes. Et nous allons passer à une autre thématique qui est très importante. Femmes, amour, amitié, famille, entre équilibre et défi. Et nous allons profiter de cette occasion pour recevoir une invitée aussi qui est parent, qui est maman, qui va nous aider justement dans l'avancement dans cette thématique. N'est-ce pas, Merdi? Effectivement, Valdi.
Elle était avec nous depuis le début, comme je l'ai annoncé. Notre invitée spéciale, c'est bel et bien Madame Chantal Kabassoa, qui est juriste de formation, maman, journaliste, présentatrice télé. Alors, bienvenue encore, cette fois, parce qu'on te reçoit en tant qu'invitée. Petite surprise qu'on a réservée, mais une surprise qu'on a bien cachée. Hein. Depuis le début, elle était là avec nous, elle faisait partie de l'équipe. C'est pas possible. Madame Chantal. Merci Madame Dorcas. Merci, je suis une invitée surprise, mais aussi participante à l'émission. Série sur les gâteaux, quoi. Et donc, aujourd'hui, hein, Dorcas et les filles, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, en tout cas dans ces thèmes, hein, dans ces deuxième partie de cette rencontre. On parle aujourd'hui des relations entre parents-enfants. Oui. On parle des responsabilités des parents envers leurs enfants, des devoirs des enfants envers leurs parents. D'abord, est-ce que vous pensez qu'en tant que parent, il arrive, en tout cas, on reste dans le cadre africain, est-ce qu'il arrive à ce qu'un parent se remette en cause? Par exemple, à travers ses actions, ses dires, voilà, je ne sais pas, tout ce que est parent. Parce que le parent, c'est un peu sacré, mais en Afrique, les parents se mettent en cause. Merci beaucoup, Madame Merdi. Je suis Chantal Kabassoa. Je suis épouse de Monsieur Keza Stéphane. Je suis la maman. Je suis la maman de 4 enfants, dont la première qui a 19 ans. Wow. Bientôt, elle aura 20 ans. Et ma toute dernière, elle a 11 ans. Enfin, on n'aime pas que je dise que c'est la dernière. Il semble qu'il ne faut pas dire la dernière. Il semble que je suis encore en âge de procréer. Mais écoutez, j'ai 47 ans quand même. Je ne vais pas m'exposer. Ce sont des grossesses à risque. Alors, bon, revenir sur votre question, madame. Est-ce qu'un parent peut se remettre en question devant son enfant dans notre contexte africain? Oui, je suis partante de cette théorie. J'ai co-animé une activité au mois de novembre sur la journée internationale de l'enfant. Nous avions été dans une école en Guéringiri. Et lorsque nous avons donné la parole aux enfants pour pouvoir s'exprimer sur leurs relations qu'ils ont avec leurs parents, surtout quant à la question de la santé sexuelle et reproductive, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants, surtout filles, hein, qui n'étaient pas en mesure de pouvoir affronter leurs enfants. Parce qu'ils ont en face d'eux les parents qui sont trop rigoureux, hein, et les enfants sont contraints d'aller trouver des conseils ailleurs. Et lorsque il y a une fille même qui m'a dit, Madame, mais pourquoi en Europe, les enfants, lorsqu'ils demandent des vacances, leurs parents leur accordent cela. Et pourquoi chez nous, ici, les parents ne nous accordent pas des vacances? Je lui ai dit, mais écoutez, tout dépend du pouvoir d'achat aussi de tes parents. Nous n'allons pas vivre dans un mimétisme aveugle, en fait. Nous ne pouvons pas être conduits dans des comparaisons. Hein, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Vous voyez, donc je ne peux pas aller au-delà de ce que mes parents n'ont pas. Ce n'est pas parce que mon père ou ma mère n'ont pas ces possibilités-là de pouvoir me donner, m'accorder des vacances, que je vais en faire tout un tas, par exemple. Il y a de ces enfants qui ont carrément dit « Moi, je ne peux pas parler à mon père. Moi, je ne peux pas parler à ma mère. D'ailleurs, elle m'énerve. Elle ne m'écoute pas. C'est seulement ce qu'elle dit là ce que je dois faire. » Il est méchant. C'est un problème de communication, à mon avis. Oui. Hein. Franchement, pour revenir à ce que vous avez dit, je crois que le problème, il est bien réel. Nous, en parents, nous avons hérité, la plupart, en tout cas la plupart de notre génération, nous avons aussi hérité de nos parents, de nos arrière-parents, de comment est-ce que nos mamans ont vécu avec nos parents. C'était... ou avec nous. Mais c'est ce qu'on reproduit. Malheureusement, la société évolue. Donc l'enfant peut me zapper et aller se faire conseiller ailleurs, ce qui n'est pas bon. Et donc les parents devraient se remettre en cause pour être les premiers amis de leurs enfants.
vous avez soulevé un point très important. Vous avez dit que les parents reproduisent, on va dire, l'éducation ou la manière d'être éduqués qu'ils ont reçu de leurs parents. Mais en même temps, les choses ont évolué, les temps s'est écoulé, les choses ont aussi changé. Le contexte n'est plus le même. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour le parent d'essayer aussi de s'adapter par rapport, de s'adapter, je sais pas, au temps présent, Madame Merdi, je pense que tout enfant, tout parent, je ne vois pas un parent qui s'inscrirait dans une logique de pouvoir hypothéquer l'avenir de son enfant. Je ne vois pas. Peut-être qu'il y en a de ceux qui envoient même leurs enfants à la débauche. En tout cas, je ne suis pas de cette position-là, de cette formation-là. Mais je ne vois pas un parent responsable qui accepterait que l'avenir de son enfant soit hypothéqué. Et donc, je me dis, tout enfant, tout parent qui a son enfant, il a une ligne de conduite qu'il trace dans sa maison et c'est à l'enfant de pouvoir l'accepter, mais aussi il faudrait pas que ça soit comme une dictature à outrance, au fait. Il faudrait que lorsque tu traces ta ligne de conduite, il faudrait que tu expliques aussi le bien fondé de cela. Parce que la société telle qu'elle se présente aujourd'hui, il ne faut pas trop de pression sur l'enfant au risque de pouvoir le perdre. Donc il faut cultiver cette relation, cette façon de vivre en amitié avec son enfant. Hein, je ne vois pas l'amitié avec légèreté, non. Hein, même la Bible n'exclut pas le fouet lorsqu'on éduque l'enfant. J'aime mon enfant, mais je n'exclus pas le fouet. Le fouet, ce n'est pas seulement ce que je frappe, non. Mais je dois veiller sur l'éducation de mon enfant parce qu'au finish, ce n'est pas tellement l'État. C'est moi qui bénéficierais en amont avant d'abord que je puisse produire un élément sur la société. Il doit être une bénédiction pour moi avant de le devenir pour la société. Vous voyez un peu. Et j'ai quand même une question qui me vient tout de suite là. Selon vous, cette question, j'aimerais quand même qu'on essaie d'y répondre un peu nous toutes parce que nous, peut-être en tant qu'enfants, il y a peut-être des parents qui nous suivent et qui peuvent être édifiés parce qu'on a à dire sur ça. Quelle peut être, selon vous, une relation idéale entre un parent et un enfant pour une meilleure entente? Quelle peut être une relation idéale? C'est la confiance. Cette relation idéale se base sur la confiance, se base sur l'amour. Je crois que d'abord c'est l'amour avant tout. Et la confiance, la compréhension, l'accompagnement de l'enfant, parce que l'enfant, ce n'est pas... L'enfant a des étapes. Hein. Vous avez un âge où l'enfant subit le dictat. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. À 10 ans, à 9-10 ans, l'enfant commence à s'exprimer aussi. Il faut tenir aussi compte. Il a dit ça. Et j'essaie un peu de lui dire, mais tu ne trouves pas que... Parce que nous avons des enfants éveillés aujourd'hui. Oui. Très éveillés. Des enfants androïdes. Et donc, il faut, à toute question, il faut réserver une réponse. Moi, c'est le problème que j'ai généralement avec mon mari à la maison. Lorsque les enfants viennent, maman, telle question, maman, telle question. Par moment, c'est trop. Allez chez votre papa. Il dit non, c'est ça, vous voyez, le mal de votre mère. Elle ne répond jamais à toutes les questions. Mais je sais quand même que dans une famille équilibrée, hein, j'ai quand même quelqu'un qui m'aide dans ces sens-là, qui est généralement disposé à répondre à toutes les questions. Donc, l'amour, la confiance, l'accompagnement. Je crois que l'idéal, c'est un idéal, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de perfection. La perfection, c'est dans l'au-delà. Mais c'est un travail qui doit se faire au quotidien. On doit être présent dans la vie de nos enfants. Et Bénézère, tu veux réagir par rapport à J'allais commencer par Bénédicte. Selon toi, quelle est, j'aimerais dire, une relation idéale? L'idéal entre un parent et un enfant pour un meilleur entendement. La relation idéale qu'un parent peut avoir avec son enfant, je veux dire, comme Madame Chantal vient de le souligner, c'est toujours important d'aimer son enfant et de montrer à cet enfant que vous l'aimez. Parce qu'il y a énormément de parents africains qui ont du mal à montrer de l'amour à leurs enfants. Mais ils se disent que forcément, il sait que je l'aime parce que je suis
son père ou parce que je suis sa mère. Alors que ce n'est pas ça. Il attend que tu parles. Alors que ce n'est pas ça. Pour que tu te dises que quelqu'un t'aime, c'est vrai dans les actes, oui, mais dans les actes, il y a aussi de gestes d'affection qui aussi contribuent à cette confiance-là qui peut y avoir entre un parent et un enfant. Donc aujourd'hui, dans cette difficulté, parce que on se dit que dans la société, non seulement l'enfant peut aller chercher de conseils ailleurs, mais peut aller chercher de l'affection ailleurs, l'affection qu'il n'a pas su recevoir de ses parents. Et quand un parent se rendra compte de peut-être de son erreur, il va se demander à quel moment j'ai fauté. Quelle a été mon erreur dans l'éducation de cet enfant? Pourquoi il se passait ça? Mais est-ce qu'il se remet en question pour se dire peut-être que je n'ai pas montré cette présence-là, parce que la présence n'est pas que physique. La présence dans la vie d'un enfant, c'est aussi verbal. Oui, et dans la psychologie. Oui, c'est plus psychologique. C'est plus que l'enfant sente que mon père, ma mère me portent. Et là, pour moi, ça doit résonner en fait. Le premier réflexe de l'enfant ne doit pas être en cas d'un problème, où est-ce que je vais aller? Parce qu'on peut me rejeter. Dire à papa et à maman. Déjà que tu crains ce papa shérif là. Oui. Et moi, il y a d'autres familles. Je disais, moi j'ai peut-être, je dirais, j'ai eu la chance de vivre avec un oncle. Et j'ai été là-bas, je me suis dit, ben voilà, moi si j'ai un père comme ça serait bien. Je ne dis pas que mon père n'est pas, mais il n'est pas trop expressif. Il ne l'est pas, mais j'ai vu un père qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sujets tabous en Afrique que les parents n'ont pas vraiment envie d'apporter avec le parent. Donc j'ai vu un homme qui m'a posé des questions sur mes menstrues et tout. Enfin, moi j'ai trouvé bizarre parce que c'est pas le genre de conversation que j'ai l'habitude d'avoir avec mon père. C'est-à-dire que mon père il est très sympa, mais pas ces genres de conversations. Moi je dis bon, peut-être on dirait c'est peut-être l'ouverture d'esprit, mais il est comme ça et ça a créé une relation de confiance avec ses enfants. Et ça, c'est très important. C'est vrai, être ami avec ses enfants, en tant que parent, c'est un avantage. Ami, enfin, je me dis que le père doit garder sa place de père. L'amitié ne doit pas exagérer. Parce que quand tu montres ton enfant que oui, je te soutiens, j'ai confiance en toi, je peux t'accompagner dans de conseils, dans ça, de temps en temps, voilà, nous divertir ensemble, mais on n'est pas amis. L'amitié n'est pas égale à une légèreté. Non, non. Tu peux être victime de blâme. Mais on risque d'avoir une mauvaise communication. L'enfant va peut-être se dire que non, mais mon père, moi et mon père, nous sommes amis. Il y a beaucoup d'enfants qui font ces erreurs en disant non, mon père, quand je vais lui dire, ça passe. Moi et lui, nous sommes amis et tout ça. Mais la relation qu'on doit garder, c'est la relation vraiment père-enfant avec tout ce qui doit accompagner l'amour, l'affection et tout ça, l'écoute, la confiance. Et Beneza? Je pense que presque tout a été dit, mais d'abord l'important c'est cet échange. Il faut briser en tout cas une très mauvaise habitude qui naît. Des papas lions. Le mur. Quand le vieux arrive, briser ce mur. Donc, nous avons un père au salon qui vient et tout le monde disparaît. Tout le monde disparaît. C'est pas intéressant. Parce que nous sommes, imagine que je passe peut-être par une période où il y a des fois tu veux en parler à quelqu'un. Mais quand maman ne donne pas l'accès, tu fais quoi? Juste un regard. Quand tu vas chez une amie, c'est vrai. Tu vois, j'ai rencontré un gars. Non, il faut aller avec. L'ami me donne un conseil d'après ce qu'elle sait. Ou bien peut-être pour me détourner de la bonne voie. Or, si j'avais quand même cet échange avec mes parents, ça pourrait maman, non, ne fais pas ça aussi. C'est aussi un appel aux parents de vouloir briser ces murs, de vouloir permettre à ce qu'il y ait en tout cas une cohérence. Comme disait quand même une tante qui disait, moi quand je suis... lui, elle parlait en termes de couple, elle disait, quand moi je rencontre quelque chose qui me fait marrer et tout, quelque chose de bizarre, une bêtise, la première personne qui me vient en tête à rencontrer, c'est mon mari. Ça donne l'habitude de voir l'enfant. Ah, j'ai rencontré ça, je dois parler aux parents. Si papa... C'est une relation de confiance en amont. Si papa ne l'est pas, maman doit l'être. C'est pire maintenant quand vous vous n'en avez pas. Vous ne l'avez pas. C'est Mardi qui vient de dire, il y a des parents inaccessibles. Là, voilà la même question qu'elle peut aller poser à son ami. Tu poses à ta maman comme ça, Bandiko. Comme s'il te parle, comme si elle te dit,
Elle se dit, bon, tu as déjà fait ce que tu demandais. Je viens juste. Attends, je vais le dire à ton père. Non. Vous savez, dans l'éducation des enfants, j'ai appris quelque chose. Et là, c'est peut-être un conseil. J'ai toujours dit à mes enfants, je le dis généralement, écoutez, je suis maman, je suis peut-être facilement accessible, mais sachez que tout ce que vous faites, votre père doit être au courant. Et lorsque j'en parle au papa, je lui dis, s'il te plaît, c'est vrai que l'enfant a fauté, n'y va pas avec la fureur. Sauf que mais ça c'est votre technique et méthode. Oui, mais pour ça peut toujours aider. Il faut pas avoir peur, parce que si tu as peur de cette rage-là, mais cette rage-là n'est sauf que dans d'autres maisons, le ton n'est pas l'éloignement. Dans d'autres maisons, comment moi je sais que quand je viendrai vers maman, vous êtes d'abord lui dire ça, elle va se fâcher. Elle n'a même pas, la femme qui n'a pas été accessible d'abord, qui n'a pas été accessible, et puis sur quoi tu me dis que non, je le dirai à ton père. Si je te le dis une fois, tu cries, la prochaine fois je viendrai pas. Et puis on ne va pas se mentir. Mais non, papa doit être au courant, parce que tu sais quoi, demain après-demain, moi nana ce qui a bongité, comment dire? Non, je ne refuse pas. Moi nana Madame Chantal, c'est toi, c'est toi. Et les responsabilités maintenant vont aller dans tous les sens. Pas grave. En fait, le problème c'est quoi? On ne refuse pas que le père, étant chef de la famille, doit être informé. On ne le refuse pas. Mais nous sommes dans un contexte où moi, je viens peut-être me confier à toi. Toi, d'abord, étant mère, tu n'es pas accessible. Comment tu cries dessus. Voilà. Déjà, tu installes un esprit en moi. Et quand tu dis que non, je l'annonce à ton père, toi, tu penses à une prochaine bêtise, je viendrai te le dire. Et puis, quel papa? Parce qu'il y a des papas, il y a des papas, c'est vraiment des murs en béton. En tout cas, moi, en tant que parent, je ne voudrais pas que nos téléspectateurs restent vraiment avec cette conception. Je crois, comme je le dis, aucun parent ne voudrait le mal pour son enfant. Et chaque parent a sa méthodologie à lui qu'il estime être la bonne pour pouvoir éduquer ses enfants. On n'a pas un modèle calqué, non. Mais je crois peut-être notre modèle calqué, c'est la Bible, c'est peut-être la loi aussi. Ceux qui n'ont pas emprunté, en tout cas, oui, c'est l'occasion même, c'est le bien même fondé même de ces interventions pour que ceux qui n'en ont pas puissent en tirer profit, en fait. Voilà, ils ne doivent pas créer un mur entre eux et les enfants. Voilà, je trouve qu'on a assez parlé. On a assez parlé de cette vie de famille et de tout ce qu'il y a comme dureté des parents, etc. C'est pour ça que je dis que franchement, on doit faire un autre numéro d'exceptionnel pour ressortir vraiment tout ce qu'il peut y avoir comme couac dans la vie de famille. Malheureusement, tout ressortir. Il faut ressortir, c'est bien. Quand on sort les choses, on est libéré. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Madame Chantal, merci d'avoir été avec nous comme invitée. Mais avant de passer à autre chose, avant de finir, nous allons passer à un quiz, parce qu'on a prévu quand même un quiz. C'est vrai que le temps nous fait défaut, mais on va vraiment passer à autre chose. Place au quiz. Dorcas, j'attendais le truc où on va parler d'amour, mais je sais pas, Dorcas. Bon, cette question-là, il y a une question qui me vient comme ça. Postez Madame Chantal. Oui, madame. Pourquoi les actes des femmes en couple, vous êtes en couple, vous êtes mariés. Parce que nous, nos en couple là ne sont pas sûrs. Il y a un couple sûr qui est ici. Quels actes? Les actes, pourquoi les actes en couple officiel, voilà. Pourquoi les actes des femmes sont minutieusement scrutés? Pour les actes des hommes sont banalisés. Par exemple, lorsqu'une femme commet une faute, lorsqu'une femme parle à un dragueur, lorsqu'une femme, on retrouve des messages de drague dans le téléphone d'une femme. Pourquoi c'est tellement grave? Quand c'est une femme, mais quand c'est un homme... Vous avez checké toutes ces femmes-là et vous ont dit que c'était grave. Non, mais attendez, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Vous partez de quelles statistiques? Vous avez quelles statistiques pour arriver à ces conclusions? On a fait des recherches. Moi et Merdi avant l'émission. Voilà. Ce qu'elle veut dire, c'est comment? Je vais donner un exemple très connu, très courant. Vas-y, chérie. Par exemple, merci Eben. Par exemple, dans l'amour. Aujourd'hui, on montre que les femmes sont là pour tout supporter. C'est-à-dire que la femme, dans une relation, son rôle, c'est de supporter. Que ton homme, ton mari, même pour certaines femmes mariées, ton petit ami te trompe,
On va te dire, mais toi aussi, à la femme, c'est la nature des hommes. Toi aussi, on va te dire ça, il faut avoir un grand cœur. Bénédicte, je ne te sens pas bien, je ne te sens pas trop, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne prendrai pas le volet. Mais Bénédicte, il faut quand même que tu mais non, s'il te plaît. Mais non, moi c'est juste à titre d'exemple. Mais ce n'est pas que dans ces volets, sinon c'est presque dans tout. Mais non, tu t'es dit que pour un homme, on te montre que voilà, c'est même nos parents, même des amis, des conseillers, mais tu sais, c'est un homme, c'est leur nature. Mais apparemment, Merdi, ça fait le vécu, hein. Mais oui. Et ça vous fait mal. Oui. Mais non. Quand c'est une femme, je veux juste donner un petit exemple. Si seulement on envoie, je sais pas, un message de rien du tout, un bonjour, ou peut-être si tu as décroché un petit appel, oh, c'est comme si tu as tué quelqu'un. Même s'ils vont dire à tes parents, quelqu'un l'a appelé. Moi, je pense que c'est peut-être ta réaction face à la chose. S'il a vu un appel, comment tu as reçu l'appel? Tu sais que c'est un dragueur, tu sais que tu es avec, je sais pas, ton fiancé, ton mari. Comment tu reçois cet appel? Déjà, quand tu es marié à un dragueur, il fait quoi dans tes téléphones? Pourquoi on ne voit pas tout ça chez l'homme? Il y a des femmes qui appellent aussi avec un ton différent. L'homme ne va pas dire, hé chérie, tiens, il y a une femme qui me drague, qui m'a appelé. Mais toi, peut-être la femme, en venant montrer ce qui se passe, on t'accuse. C'est que tu sais ce qui se passe. Ça dépend de situation. Moi, on ne peut pas généraliser, on ne peut pas le généraliser. Ça dépend vraiment. Mettez-nous devant une vraie situation. Donnez-nous un exemple. Là, on pourra vous dire. Mais attends, on va y revenir. Non, mais je dois quand même poser. Je dois quand même poser un mot. Vous n'allez pas laisser les femmes comme ça, les marier comme ça. Mais attendez, non, on laisse quand même l'eau à la bouche à nos téléspectateurs. Ils vont revenir lors d'une. Arrête de nous menacer. Mais on va piler du chocolat quand même. Non, mais le temps nous fait défaut. Ok, c'est vraiment un devoir. Ah non, parce que l'expérience commence à s'appuyer. Non. Elle parle de son expérience. Maman, on va y revenir. C'est pas une discrimination, c'est par amour que nous le faisons. Nous les acceptons comme ça. L'amour, c'est quelque chose. Mais oui, c'est pas vrai. Non, c'est ça. L'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour. Je suis sûre que vous êtes toutes chrétiennes. S'il vous plaît, ça doit être réciproque. Madame, ça doit être réciproque. Quand c'est seulement la femme qui est pointée du doigt lorsqu'il y a une petite erreur, c'est là où il y a un problème. Par contre, quand c'est réciproque, cet amour-là qui est réciproque. Donc, quand ça demande et pas un directeur des programmes, en tout cas, lequel abisso, moi, jour on va venir parler de ça. De l'amour. Parce qu'il y a trop de blessés de guerre ici. Alors, c'est sur ce ton qu'on va terminer cette émission, Merdi. Sinon, on va passer toute une éternité ici. Vous savez que l'amour, c'est un sujet très vaste. Mais en tout cas, je rappelle que nous sommes dans Les Exceptionnels. C'est l'édition spéciale 8 mars aujourd'hui. Très contente d'avoir partagé ce plateau avec toi, Ebenezer Bouanga, Chantal, Bénédicte, Merdi. Franchement, je suis très contente. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées. On aura le temps d'en parler justement, Merdi. C'est vraiment un plaisir d'avoir été avec vous, chères dames, sur ces beaux plateaux des Congo 26. On est toutes belles, on est rayonnantes. On a vraiment appris de cette émission. Une occasion pour moi de remercier aussi les héros dans l'ombre. Célestin Kalombo qui était avec nous sur ces plateaux. Valdi Makavanga qui a vraiment assuré à la réalisation. Il était ici et là et voilà, c'était très intéressant. On ne peut pas ne pas les remercier. Remercier aussi tous les hommes du Congo 26 qui nous ont les accompagnés. Hommes genrés, voilà, qui nous ont accompagnés. Par le tout premier homme quand même. Voilà, à tout ce général. Voilà, des DG. On doit dire son nom. Notre DG, Oscar Bissi, moi tout en espérant qu'il y a aucun Zabi sur moi de la femme. Oui, il faut moi les pouta quand même. Moi de la femme, ils a fait titer. Ils ont fait titer, mais il faut quand même moi quelque chose. Ça ne fait pas de mal. On a déjà son mot, il nous a déjà souhaité quelques beaux mots. On peut le dire de ce matin. Ça a été bien reçu. On attend l'accompagnement de ces mots. Et donc, j'aime ces gestes. Oui, l'accompagnement de ces mots. De ces mots. Oui. L'accompagnement de ces mots. Célestin. L'accompagnement de ces mots.
Bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois. C'est sur cette note qu'on va terminer cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'est exceptionnel. Au prochain numéro. Merci. Ciao, ciao, ciao.